Mesures d'ondes, risques à l'utilisation intensive de smartphones sont des questions que nous abordons régulièrement dans Smartech. Cette fois, c'est avec le docteur Marc Arasi que nous allons en discuter. Alors Marc, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'auteur de PhoneGate, qui est paru aux éditions Massot cet hiver. Sous le titre, on peut lire aussi tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger par nos portables. Alors moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous ment. Alors on nous ment sur quoi précisément? Ou à peu près sur tout. Voilà, on a surtout Mais c'est-à-dire, concrètement, on nous ment voilà, sur quoi? voilà, si vous voulez, le principe a été de mettre une réglementation pour protéger la santé des utilisateurs, et ça sous un vernis scientifique. Or, je veux le dire ici, d'ailleurs, le livre en fait la démonstration, ça n'est pas de la science. En simplifié, on a essayé de protéger les utilisateurs des effets thermiques. En fait, tous les téléphones portables aujourd'hui qui sont mis sur le marché sont à risque pour notre santé. Et il faut impérativement revoir l'intégralité de la réglementation. Et je ne dis pas que la réglementation française, il faut que ce soit la réglementation européenne et internationale. Ce sujet n'est pas franco-français. Donc il concerne 5 milliards d'utilisateurs. Donc la question c'est, pour vous aujourd'hui, on a des mesures qui sont réalisées sur les émissions des ondes électromagnétiques. Pour vous, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas assez protectrices? Je vais prendre un exemple, comme ça, ce sera très concret pour les gens qui nous regardent. Il y a une réglementation européenne, il y a une réglementation américaine. Bien, sachez que depuis 1996, la réglementation américaine permet à un Américain d'être 3 fois mieux protégé qu'un Européen. Est-ce qu'on considère que ça, c'est normal? Et je vais Sur le dire quoi? ça Sur le niveau d'onde? sur le niveau d'exposition. D'exposition. Bon, il y a un certain nombre de paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, et le livre est là pour ça. La réglementation permet en Europe, finalement, de surexposer tout le monde, alors qu'aux États-Unis, les mêmes téléphones portables vont Et en nous France, on exposer. dit que les niveaux sont plus bas que ce qu'exige la Commission européenne. C'est parfaitement, excusez-moi, mais c'est parfaitement inexact. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est... Et je pèse les mots. Qu'est-ce qui est inexact alors? Parce qu'il faut répondre précisément. Non, mais voilà, je veux dire, on a des mensonges d'État. Y compris d'ailleurs des éléments de la directive européenne, qui sont totalement fausses, qui ne sont basés sur rien. Alors expliquez-nous, donnez-nous concrètement je vais vous donner un ce qui exemple. fait que vous puissiez affirmer cela. Bah oui, non, mais c'est justement... Parce que je sais que c'est dit dans le livre, mais il faut quand même donner quelques clés à nos spectateurs. Je vais en prendre un que j'ai beaucoup répété dans le livre et qui, entre parenthèses, a évolué depuis. C'est un certain nombre de scientifiques et d'experts, y compris notre agence nationale, et vous pouvez le retrouver sur les sites de l'Agence nationale des fréquences, disaient pas de souci, on a des marges de sécurité qui ont été mises en place, et en particulier une marge de sécurité de 50, ce qui fait que le fameux DAS, débit d'absorption spécifique, peut aller jusqu'à 100 ou 200 watts par kilo. Voilà. Et en se mettant, en le répétant et en le répétant. Et là, tout récemment, dans un échange au Parlement européen, j'ai pu faire confirmer à l'ICNIRP, c'est cet organisme qui est à la base de ces pseudo-recommandations scientifiques, j'ai pu leur faire écrire que tous ces éléments-là étaient faux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient faux? Ça veut dire que je vais reprendre les mots de Van Rongen, le vice-président de l'ICNIRP. Il a dit tous les gens qui disaient ou écrivaient cela se trompaient, ont mal interprété. Mais sur quoi? Nos recommandations sur le niveau d'exposition, sur la Donc protection. ça veut dire que le point de départ de PhoneGate, c'est les smartphones que nous mesurons déjà sont au-dessus des niveaux qui sont exigés. Voilà, ça... J'essaye d'être concrète, j'avance pas à pas. Alors c'est compliqué parce que le livre fait 400 pages, donc il faut redonner l'ensemble des éléments. Mais on part effectivement de résultats qui ont été de résultats de tests faits par l'Agence nationale des fréquences et qui ont montré que les seuils d'exposition, quand on les testait, non pas comme ils étaient recommandés, mais en usage réel, c'est-à-dire au contact du corps, étaient très largement supérieurs au niveau d'exposition qui était affiché par le constructeur.
Donc on a aujourd'hui, si je schématise, on a deux grandes questions sur cette exposition aux ondes électromagnétiques. C'est un, est-ce que les mesures telles qu'elles sont réalisées sont suffisantes? Donc vous vous dites non, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul à le dire. On a un spécialiste des mesures d'ondes électromagnétiques qui vient régulièrement dans l'émission pour expliquer qu'il faut pouvoir tester tous les smartphones et pas seulement un prototype. Et puis tout au long de sa durée de vie, puisque on l'utilise en général 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, et donc ça peut changer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est est-ce que ces mesures sont suffisantes? Et vous dites non plus, c'est pas suffisant aujourd'hui, on est trop exposé. C'est bien ça? Oui, et en plus, par rapport à ce que vous nous dites, c'est qu'on sait maintenant que, comme pour le scandale du Dieselgate, d'où le nom Foodgate, des industriels ont fait quoi? Ils ont préparé des téléphones, puisque vous allez en vendre 10 millions, mais vous allez en faire certifier un seul. Donc, qu'est-ce qu'ont fait un certain nombre d'industriels? Ils ont préparé le téléphone pour essayer de présenter les DAS les plus bas. Oui. Donc, on a déjà ce premier élément. Et ensuite de quoi, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont été jusqu'à mettre des logiciels espions qui pouvaient, au moment où on fait le fameux contrôle de DAS, reconnaître le fait qu'on était dans le cadre d'un test et faire en sorte d'abaisser, là encore, le seuil de DAS. Donc c'est pour vous dire que... Et vous comparez au Dieselgate. On est clairement dans la même situation du Dieselgate parce que... Mais alors là-dessus, sur les preuves, vous citez un monsieur X. Voilà, alors, vous avez parfaitement raison, nous avons, au fur et à mesure de ce travail d'enquête, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pour arriver à ça, il nous a fallu d'abord mener des actions judiciaires qui ont permis déjà de révéler une partie des preuves, puisqu'elles étaient gardées secrètes, et aujourd'hui, elles sont disponibles. Il y a un data, l'ANFR l'Agence nationale des fréquences a été obligée de les publier, et parallèlement, si vous voulez, on a bien évidemment des gens courageux qui ont... à un moment donné, sont venus vers nous et vers moi et me dire « Oui, vous avez raison. Simplement, moi, si aujourd'hui j'apparais, ma vie sera anéantie parce qu'il faut vraiment se rendre compte des enjeux. » Et à ce moment-là, nous, on a eu un certain nombre d'informations qui ont d'ailleurs été, comme je l'explique dans le livre, parce que c'est pas ma parole, puisque par exemple le complément d'enquête qui est sorti sur France Télévisions, donc là mi-novembre, le journaliste Nicolas Vescovaci a eu l'occasion de rencontrer des sources avec lesquelles on l'a mis en contact. Mais simplement, je veux le dire parce que je trouve ça dommage, une partie des témoignages, et en particulier des sources, n'ont pas été mises dans le reportage. C'est dire aujourd'hui à quel point ces sujets font peur. Après, ça, c'est des choix journalistiques, j'imagine. Ce qui est grave, c'est le lien que vous faites avec les cancers du cerveau. Qu'en est-il? Parce que dans complément d'enquête, clairement, cette question est posée, du lien entre les deux. Qu'en est-il des faits à ce sujet? Alors là, nous avons l'Agence Santé publique France, dont on entend parler matin, midi et soir, qui a sorti son rapport annuel sur les cancers. Et pour les cancers du cerveau, et en particulier les cancers les plus graves, ce qu'on appelle les glioblastomes, qui sont des cancers avec de très 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 mauvaises... solutions de traitement, ou pas de traitement du tout d'ailleurs, on a aujourd'hui une multiplication par 4 et plus de ces glioblastomes sur les 30 dernières années, un peu ce qui correspond à la période où on a augmenté l'utilisation des téléphones portables de manière exponentielle. Et Santé publique France va jusqu'à faire le lien entre c'est le lien possible entre cette augmentation, cette multiplication et la cancérogénicité des ondes. Et pour fixer des chiffres, sur les 20 dernières années, ça représente à peu près 50 000 morts. Et aujourd'hui, on est quand même toujours au conditionnel. On n'arrive pas à avoir d'études scientifiques qui font ce lien. Alors, bien évidemment, entre le classement en 2011 par l'Organisation mondiale de la santé, qui a classé les ondes de la téléphonie mobile comme possibles cancérigènes pour l'homme, dans la classe 2B, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, et vous avez
une foultitude d'études, dont la plus, entre guillemets, la plus renommée, c'est celle du National Toxicology Program, c'est une grande étude américaine, qui a relevé le niveau d'évidence du lien entre les cancers et les téléphones portables. Et alors, vous racontez, parce que votre livre, il est construit comme l'histoire de votre combat, finalement. Hein. On vous suit avancer dans votre combat. C'est 4 ans. Et vous dites, sans réelle victoire, ça a quand même beaucoup progressé sur ce sujet. Alors, y compris les fabricants qui ont très tôt dit on ne recommande pas, ou même je crois que c'est interdit d'ailleurs, de laisser entre les mains un smartphone à un enfant de moins de 13 ans, par exemple. On recommande d'utiliser des kits mains libres. Enfin bon, il y a des tas de choses qui sont sorties qui font qu'on comprend qu'il y a une prise de conscience sur le risque des ondes sur l'homme. Enfin, ça, on peut s'en féliciter quand même, que ces sujets soient abordés aujourd'hui. Oui, non, mais si vous voulez, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'on a obtenu des victoires éclatantes. Par exemple, les premiers retraits de téléphones portables. Aussi, ouais. Les premières mises à jour de téléphones portables. Et dans le même temps, c'est totalement inconnu du grand public. C'est pour ça d'ailleurs que le livre a un intérêt, c'est que finalement, ça va permettre de mettre tout ça en lumière. Et surtout, vous voyez ce que je veux dire, ça sert à rien parce que... en simplifié, on répète en boucle que tout va bien. Or, c'est totalement faux et je pense qu'il y a beaucoup trop d'intérêt en jeu pour que on aille dire une forme de vérité aujourd'hui sur le risque sanitaire, parce qu'on a 5 milliards d'utilisateurs à qui on a répété pendant 30 ans que tout allait bien, et aujourd'hui on doit prendre la mesure que effectivement c'est pas le cas. Et une des difficultés, c'est aussi de dire aux gens, utilisez moins votre portable, ne dormez pas avec. Enfin bon, ça, toutes ces choses, c'est aussi du domaine de la responsabilité personnelle. L'autre combat, c'est de travailler avec les industriels, travailler sur les mesures et d'imposer des normes beaucoup plus restrictives. Merci beaucoup et effectivement faire un peu de sensibilisation, c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Merci beaucoup Dr Marc Arazi, auteur de PhoneGate aux éditions Massot. À suivre notre talk sur le passage à l'âge adulte des startups.